Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de The Trick Play consacré à la Week 7 de College Football. Aujourd'hui, pour en parler, parce que vous le savez, vu cette semaine, ça va être très très long, je suis accompagné de Maxence. Salut Maxence. Salut tout le monde, bonjour tout le monde. Maxence qui m'accompagne maintenant depuis quelques semaines. Et nous voyons le retour aussi de Ryan at LSU France. Salut Ryan. Yo, bruv, what's up? Après, Très on très. voit le retour, t'es dur, putain. Cette année, par Non, rapport à l'année dernière, on voit le retour sur les épisodes recap. ouais. Mais même là-dessus, cette année, j'en ai fait pas mal par rapport à l'année dernière. Je te Ouais. trouve dur. Non, parce que on peut pas être sur tous les fronts, voilà, on va dire cela comme ça. Très Euh, réel, ça. parce que Il a sa dynastie college football à gérer aussi. je vous le donne en mille. Là, nous allons parler évidemment de LSU qui allait chercher une très très belle victoire face à Ole Miss. Mais d'abord, nous allons commencer avec le match de la semaine. C'était la réception d'Oregon, alors classé troisième à l'AP Poll, d'Ohio State classé deuxième, un duel du top 3, un top 3 showdown. Et ce sont les Ducks de Dan Lanning qui se sont imposés sur le score de 33-31 dans un match qui a été véritablement intéressant de bout en bout. Il y a eu 6 changements de meneur au cours du match. Donc ça a été un mano à mano du début à la fin et nous verrons que ce n'a pas été le cas pour Ole Miss LSU, voilà, au grand désarroi de Valentin, fan des Rebels. Et pour paraphraser Valentin ces derniers temps, imbécile. Mais on va en reparler, t'inquiète. Et surtout parce que Oregon, Ryan, Oregon avait affronté Ohio State à Columbus en 2021, il y a maintenant 3 ans, et les Ducks s'étaient déjà imposés. Ça fait 2 victoires consécutives pour les hommes de Dan Lanning. Et si Ohio State avait trouvé sa kryptonite en Oregon, c'est dur de dire en Oregon. Bah, moi, c'est surtout, au bout d'un moment, il va falloir, les gars, qu'on commence réellement à pointer du doigt l'ami Ryan Day. Parce que si c'était qu'Oregon, moi, je veux bien. Ok, on a trouvé la kryptonite. Mais le ratio de victoire-défaite de coach Day, depuis qu'il a repris un petit peu cette équipe d'Ohio State contre les vrais gros du collège football, ça commence à vraiment sentir très mauvais. Donc moi, je veux bien que ce soit, si c'était qu'Oregon, d'accord, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je sais pas si toi, grand statisticien du podcast, tu as les stats sous les yeux, mais il me semblait avoir vu passer une stat. Une victoire C'est contre 7 défaites face aux membres du top 5 depuis que Ryan Day est arrivé à la tête des Buckeyes. Ou alors peut-être 2 victoires. Je compte celle Ah, face à Clemson en ouais, 2020 et j'avais compté Notre-Dame celle-là. en 2022. et encore, Et Notre-Dame qui n'est pas une vraie équipe du top 5 parce qu'en plus c'était en début de saison. bah, c'est ça que j'allais dire. Je voulais pas taper un peu sur l'ambulance Notre-Dame, mais au moins t'es assez honnête pour le reconnaître. Mais donc voilà, moi je suis désolé, Ryan Day, tu vois, je fais partie des grands sceptiques depuis déjà quelques années, mais comme d'hab, je laisse une chance au produit, même si souvent on me taxe de hater. C'est pas le cas, j'attendais de voir. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Ohio State, en termes de talent dans le roster, ça fait partie des très très grosses cylindrées du collège football. À un moment donné, il faut faire mieux. Faut faire mieux. Ce qu'il fait, je suis désolé, c'est bien beau d'aller éclater des. En fait, d'aller taper les petits et de se pisser dessus contre les gros, ça va 2 minutes. Et je suis pas certain que la fanbase d'Ohio State, à qui qui sont justement habitués au coup d'éclat et aux grandes envolées en playoff, etc. Je suis pas sûr que Ryan Day finalement soit très très safe parce que comme je te dis, c'est année après année en fait on se rend compte que bah non, contre les gros il y arrive tout simplement pas. Sans parler Et, spécialement d'Oregon, tu vois. et est-ce que lors de ce match face à Oregon, on lui impute la défaite? Ma question étant, est-ce une défaite tactique de Ryan Day face à Oregon ou plus le fait d'Oregon qui a été très très bon une nouvelle fois un Oregon qui monte en puissance maintenant depuis quelques semaines. Maxence, une idée? Non, non, après, je voulais revenir juste vite fait sur Ryan Day. Ouais, je crois que dans la fanbase de Ohio State, c'est très énervé envers le coach. Tu vois passer beaucoup de trucs sur lui en ce moment. C'est très dur. Et j'avais lu un peu il commençait un peu, le siège commençait un peu à chauffer.
Et sur ce match-là, alors malheureusement, j'ai pas pu le voir en direct, il était trop tard pour moi, je devais me lever très tôt le dimanche matin, mais en regardant le replay, ça m'a pas tant sauté aux yeux. Enfin, j'ai l'impression de voir un match comme d'hab de Ohio State contre les gros, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à tuer le match alors qu'ils avaient vraiment l'occasion de le faire, notamment quand ils prennent l'avance au début de la seconde mi-temps. Ils arrivent à forcer juste derrière Oregon sur un force down stop. Et derrière, ça a été compliqué puisqu'ils ont dû punter derrière sur la possession d'après alors que c'était le moment où ils auraient pu tuer. Mais t'as l'impression que c'est un peu le scénario à chaque match de Ohio State qui laisse son adversaire dans le match quand c'est des top match-up comme ça. Donc après, il y a aussi la qualité du quarterback. Je pense que Will Howard n'a pas les épaules pour être dans un programme comme Ohio State dans ce genre de Pourtant, match. il a fait un bon match, Will Howard. Bon, je Ouais, regarde mais pas dans les les moments statistiques, mais dans ça les va nous moments permettre. Oui, clés, justement, c'est pour ça que j'allais en venir. c'est ça. Je donne les statistiques et après tu nous en parles. 326 yards, 28 passes complétées sur 35, 2 touchdowns pour 0 interception, mais une dernière action qui coûte très cher aux Buckeyes. Ouais, c'est ça. Il fait pas un mauvais match dans l'ensemble, mais c'est juste que quand t'es QB de Ohio State dans ce genre de match, si t'as enfin, c'est là où on voit si t'as le clutch factor ou pas. Et bon, Peux-tu il a merdé. expliquer ce qui s'est passé à la fin pour Il y a une dernière action. En vrai, ils sont en position de field goal, hein. Déjà, au moment de lancer le jeu, ils sont en position de field goal, puis ils sont sur les 38 d'Oregon. C'est une 3e et 20. Et Will Howard va courir pour 12 yards. Sauf qu'au moment où il slide, le chrono vient de s'écouler. Donc, c'était la dernière action. Donc, ils n'ont même pas la position pour jouer un field goal puisque le temps est expiré. Il aurait dû slide plus tôt, c'est sûr. Il aurait dû être plus alerte à ce moment-là. Voire même carrément ne pas du tout sortir de la poche et puis tant pis, lancer sur le côté parce que à 38 yards, ça pouvait se tenter un field goal. J'ai juste une question. Est-ce que tu te souviens s'il restait un temps mort ou pas? Il me semble qu'il en restait pas. De mémoire, il me semble qu'il n'en restait pas. Faudrait que je. Mais en même temps, le temps mort n'aurait pas pu être utilisé parce que de toute façon, il slide Ouais, non, mais en même temps que ça s'exprime. c'est justement pour ça que je te demande, dans le sens où, selon s'il leur restait un temps mort ou pas, une fois de plus, tu peux imputer ça au coach. Donc c'est juste pour ça, c'était pour avoir une vérification avant, tu vois, de parler dans le vide. Mais juste pour rebondir à ce que tu disais là, tu parlais de Will Howard en disant que finalement, il n'avait pas le niveau pour être quarterback à Ohio State. Mais encore une fois, moi, je veux revenir sur le coach, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette excuse-là, elle n'est pas valide quand, il y a quelques années, tu avais un CJ Stroud et que Ohio State se chiait dessus aussi dans les gros matchs. Tu vois? Et avant ça, tu avais un après, Justin Fields. Je suis devant le replay, il leur restait bien un temps mort. il y a Donc, quand même. Persuadé qu'il n'avait plus de temps mort, mais il leur restait bien un temps C'est mort. peut-être le match face à Georgia où Ohio State perd combien 50-49 en demi-finale de playoff, où ouais, ça mais aurait donc pu changer justement C'est toute la le même narrative scénario. et au final ça s'est ouais, joué à mais quelques centimètres. Ouais. ouais, mais tu perds encore, tu vois, de moins d'une possession. Donc au bout d'un moment, je suis désolé, quand l'histoire elle se répète comme ça, et en plus justement, si là, Maxence, tu me confirmes qu'il avait un temps mort, Oui, oui, je suis devant le temps mort et bah dans ce effectivement, cas-là, le play calling, je suis désolé, il pue la merde. Parce que si t'es déjà en position de field goal, rien ne t'empêchait de faire tout simplement une course plein centre pour essayer de te réaxer un peu et prendre rapidement un temps mort, tu vois. Surtout Faire que un, le faire un bro kicker, play, enfin, je sais et pas, puis moi le je. kicker Ryan d'Ohio State qui s'appelle Jaden Fielding, ah bah putain c'est drôle de s'appeler Jaden Fielding pour un kicker, avait déjà réussi un field goal à plus de 40 yards. Donc théoriquement c'était possible pour lui de le rentrer, quoi. C'était dans ses cordes. Ouais, et c'est pour ça que, encore une fois, tu vois, moi je suis désolé, au bout d'un moment, quand l'histoire elle se répète encore et encore et encore, alors que tu as du talent dans l'effectif, oui, pour moi, Will Howard a fait une faute professionnelle, hein, clairement, parce que quand tu as autant d'expérience, tu ne dois pas faire cette erreur. Sauf que, bah, en fait, quand tu es Parce que coach, Will Howard a de l'expérience, c'est vrai, ouais. bah ouais, il a énormément d'expérience. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais de l'expérience, il en a. Mais quand tu es coach, ton but, c'est aussi de limiter ce genre d'erreur et encore plus dans les gros matchs. Et pour ça, bah, tu ne mets pas tes joueurs dans des situations où, en fait, tout leur repose sur leurs épaules, tout simplement. S'il te reste un temps mort, tu as d'autres choix à faire, tu as d'autres plays à envoyer. Enfin, moi, je comprends pas. Encore une Et fois, c'est là, Ryan Day me confirme sur ce que je pense de lui depuis quelques saisons. C'est pas l'homme de la situation. Il n'a pas les épaules pour, il fait pas les bons choix. Et au bout d'un moment, bah, je suis désolé, mais quand tu es à Ohio State, tu es en
en position de faire venir des grands coachs. Dans ton programme, tu as tous les arguments pour. Au bout d'un moment, faut couper le mal à la racine, j'ai envie de te dire. Et je pense qu'avec le talent qu'il y a dans l'effectif, il y a beaucoup de gens qui seraient capables de faire les saisons que Ryan Day fait aujourd'hui. Et c'est là c'est là que l'on voit à quel point le college football est cruel parce que peut-être à 1 ou 2 secondes près, si Will Howard avait, avait été allé au sol pour aller chercher le field goal, Ohio State l'aurait peut-être remporté 34-32, parce qu'il y a eu 32-31 et non pas 33-31 comme je l'ai dit. Ouais, Et 32-31. on parlerait peut-être pas encore justement de Ryan Day, mais plutôt à la fin de la saison. C'est aussi pour ça que c'est beau, c'est un beau sport. Du côté d'Oregon, il y a quand même quelques performances, les gars, que nous devons mentionner. Celle de Dion Gabriel, 341 yards et 3 touchdowns, dont un touchdown à la course, celui dans le 4e quart-temps, qui permet aux Dogs de repasser devant. Évidemment, Jordan James avec 115 yards et un touchdown, le running back. Mais ça a été le premier gros match d'Ivan Stewart, le transfuge du Texas A&M avec les Ducks, avec 149 yards et un touchdown. Notamment, il y a eu une première action où il emmène, je crois que c'est Denzel Burke, le cornerback d'Ohio State, sur 15-20 mètres. Et la deuxième action, un très très beau touchdown sur un catch contesté. Je serais pas loin de dire que voilà, c'est Evan Stewart, l'homme de ce match. Voilà, c'était sa meilleure performance de la saison. Il l'a sorti au meilleur des moments. Ouais, effectivement, gros match de. Mais Oregon fait un bon match aussi, fait un très très bon match. Et Dylan Gabriel, cette course-là, bah, c'est c'était vraiment clutch de sa part de le faire. Gros match aussi du frère de DJU, Matayo Wangalelei, qui fait quand même un sac et deux tackles for loss dans le match, qui a été assez bon sur la ligne défensive également. Et par contre, Denzel Burke qui commence à être bien critiqué aussi parce que c'est vrai qu'il a été un peu pointé du doigt aussi par la fanbase d'Ohio State sur ses performances plus que discutables pour un mec qui est censé être le cornerback numéro 1 des Buckeyes. Il y a d'ailleurs aussi le receveur Treshaun Holden qui est arrivé d'Alabama l'an dernier ou cette année, je me rappelle plus, a été exclu pour un octroi sur sur un joueur d'Ohio State. Ça m'a bien fait rigoler quand j'ai vu le tweet. Un catch et 0 touchdown et un crachat sur le défenseur. Bon, il s'est excusé après, il avait terriblement honte. Nous allons passer au match suivant. C'était la première section. La seconde, ce sont 4 équipes du top 25 dont leurs matchs ont fini en prolongation. C'est un record depuis 1996. Et 1996, c'est la date à laquelle les prolongations ont été introduites en college football. Donc, ça veut dire que les équipes du top 10 ont soit subi un upset ou soit ont frôlé l'upset. L'équipe qui en a subi un d'upset, c'est Ole Miss, Ryan, qui était classé alors 9e, qui se déplaçait du côté de Bâton Rouge. Dommage qu'il n'y ait pas Valentin. Qui se déplaçait du côté de Bâton Rouge à LSU, qui était classé 13e, pour les 100 ans du Tiger Stadium. D'ailleurs, il y avait du beau monde dans les tribunes. J'ai vu qu'il y avait Shaq. Enfin, comme d'habitude, il vient au moins un match par an. Il y a ma future femme, Olivia Dunn aussi. Il y avait Paul Skins. Enfin, il y avait Justin Jefferson qui était là aussi. Ma future femme. Tu l'auras entendu ici en exclu. En tout cas, on te le souhaite. Non, mais parce que ça n'a pas été facile, Ryan. Honnêtement, pour le dire, en fait, vous avez mené qu'une fois. Bah, c'est sur le touchdown de la victoire en prolongation. Mon gars, c'est là que tu vois les grandes équipes. On le dit souvent, on le dit année après année, mais c'est aussi là que tu vois les équipes qui ont des cojones, comme on dit, parce que c'est pas facile. Ça demande beaucoup de ressources mentales. Et comme tu l'as dit, c'était très dur, c'était très compliqué. Nussmeier fait peut-être le pire match de sa carrière à LSU. Il était vraiment pas bon. L'offense, qui forcément est menée par Nussmeier, n'a pas été bonne du tout. Et aussi improbable que ça puisse paraître, finalement c'est notre défense qui nous garde dans le match et même qui nous fait gagner ce match finalement. La défense qui a été extrêmement clutch, donc c'est cool de voir que, encore une fois, je dis pas que des conneries quand je dis qu'il y a de la progression
semaine après semaine, mais c'était un vrai match de rivalité. Quel kiff, c'était à couteau tiré tout le match. Il y a eu des big plays dans tous les sens. Comme je te dis, Nos a eu beau faire je pense, le pire match de sa carrière à LSU. Dans les moments qui comptent, il a su être clutch et nous faire des plays vraiment extraordinaires. Donc rien d'autre à demander. Franchement, c'était un putain de match avec une putain d'histoire. Je suis bien content qu'on ait battu Ole Miss parce que plus on avance et moins je peux blairer Lane Kiffin. Il m'énerve, son attitude m'énerve de plus en plus. Le problème, c'est que forcément, ces jeunes et les jeunes qui composent Ole Miss se calquent aussi sur cette attitude. Donc ça a une grande bouche. Il y a énormément de trash talk. Donc je suis bien content de les avoir battus à la maison. Surtout qu'on se venge un petit peu de l'année dernière où justement ils nous avaient battus chez eux. Donc non, c'était un bon gros match de sec avec tous les ingrédients qui étaient réunis. Et franchement, ouais, le match il nous a tenu en haleine du début à la fin. Maxence, une analyse particulièrement l'analyse, peut-être aussi sur Garrett Nussmeier. là encore, c'était un match d'1h30, donc j'ai regardé le replay. C'était un match plaisant à regarder en replay, c'est le genre de match qui est assez cool. Et Non, en fait, j'aime bien quand je comme regarde toi, les replays. Maxence, alors, si je peux me permettre, comme ça te lance. Ouais. Moi aussi, j'ai regardé un long résumé, mais tout de suite, en voyant le résumé, Moi, ce qui sans a été regarder les mis résultats. ce qui a été mis en évidence, c'est cette 4e et 5 qui trouve le touchdown dans le 4e quart-temps avec Nussmeier. Et évidemment, après, la première tentative sur la prolongation qui arrive aussi au touchdown. Je sais pas si tu le vois comme ça. Juste les gars, justement, avant de vous laisser y aller, c'est justement parce que vous l'avez regardé en replay aussi que vous avez pu en profiter énormément. Parce que bordel de merde, un truc où vraiment faut pousser un coup de gueule, c'est plus possible. La durée des matchs, c'est plus possible. Il a pas fini à 6h du mat, le match? Mais il a fini à quasiment 6h du mat. Il a commencé à 1h40, il a fini à je crois, 5h45, un délire comme ça. J'en peux plus aussi, des pubs. Ça, c'est clair que les pubs. Mais non, mais là, il n'y a pas que les pubs, justement. Il y a les pubs, mais il y a aussi le fait que Ole Miss simule des blessures de manière mais perpétuelle tout le long du match. Et à chaque fois qu'il y a une blessure, c'est un temps mort. Et donc, s'il y a un temps mort, spot publicitaire. Oui, j'avais vu ça sur Twitter. Et il y avait pas ils ont pas simulé 20 fois dans le match, un truc comme ça? Alors dans le match, je pourrais pas te dire combien de fois, mais depuis le début de la saison, ils l'ont fait une vingtaine de fois. Je crois 29. J'ai vu 29 fois. Ouais, 29 fois sur les 3 derniers matchs. Et ça, la stat sort, je crois, en fin du 2e quart ou au début du 3e. Et donc ça a continué en fait sur les 2 autres quarts-temps. Mais c'était franchement là, c'est un coup de gueule. C'était un calvaire entre les reviews arbitrales pour rien, pour des actions qui sont anodines où les mecs ils se pignolent pendant vraiment 2-3 minutes, montre en main, pour des trucs mais vas-y, on s'en fout. À la rigueur, fais ton call et vas-y, viens, on passe à autre chose, tu vois. Donc c'est pour ça, je limite ce match-là est plus plaisant à voir en replay parce que vraiment, sur la fin, c'était chiant. Sur la fin, vraiment, il était 5h20, 5h30 du match. Vas-y, c'est bon, c'est bon. En tout cas, ouais, il était plaisant dessus. Vrai match de sec. En plus, en ambiance de nuit, Tiger Stadium, c'est un des meilleurs stades pour ça, clairement. Et Nussmeier, clutch sur la fin de match. C'est clair que la 4e et 5 qu'il trouve, la passe qu'il arrive à trouver pour Aaron Anderson était vraiment très belle au milieu de la défense. Je crois que c'est Val qui a fait un tweet derrière en disant que c'était ce genre d'action aussi qui montre un peu de quoi est fait un QB, même dans un mauvais match, quand tu arrives à trouver des plays comme ça. C'est aussi ce qui te forge une carrière. Et bien sûr. Donc c'est que du positif pour les Tigers. Et en plus, comme tu dis, moi j'étais vraiment impressionné par la défense des Tigers qui ont été critiqués à raison durant toute la saison, même la saison dernière. C'était aussi le cas la saison dernière. Là, c'est un beau match et c'est du bon pour la suite. Même si elle a pris 464 yards. Elle a pas plié. Elle a plié, mais elle a pas rompu. Oui, mais ouais, c'est ça exactement. En fait, elle a arrêté au bon moment. En fait, elle a step up quand il fallait. Et mais tu remarqueras que c'est vraiment la philosophie d'un Blake Baker. C'était la même chose à Missouri l'an dernier. C'était la même chose avant ça à LSU quand il n'était pas encore coordo def, mais qu'il était en charge du coaching des linebackers. C'est vraiment sa philosophie de tu vas peut-être encaisser beaucoup par moment, mais sur l'action qu'il faut, le moment où en fait il faut être clutch, sa défense est capable de l'être et en fait c'est suffisant.
en fait, dans un football actuel offensif qui est tellement fort, qui est tellement puissant, où quand tu tombes face à des très bonnes offenses, tu peux tout simplement pas les arrêter régulièrement si tu n'as pas une équipe vraiment de All-Star. En fait, ça suffit. Tu as une grosse offense et tu as ta défense qui, à certains moments du match, va être capable de soit te faire un stop clutch, soit te créer un turnover important et où là, ton offense, si elle est assez forte, va te permettre de dérouler. Ça suffit, en fait, tu vois, dans le football actuel, d'avoir ce genre de défense. Et je vais pas vous mentir, hein, les problèmes sont toujours là parce qu'on a encore des petits problèmes d'effectifs. Les faiblesses, on sait où elles sont. Je sais qu'il y a d'autres équipes qui vont être capables de profiter de ces faiblesses. Donc les problèmes de défense sont pas terminés, je pense, mais ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir de voir la progression, en tout cas. Et puis, comme on l'a relevé depuis le début de la saison, la ligne offensive d'Ole Miss a encore souffert. Elle a Oui. subi 6 sacs, c'est beaucoup trop, 6 sacs. Et puis, une Et le match, discipline dégueulasse. Plus de et, 115 yards perdus en pénalité, c'est beaucoup trop. et le match en défense de côté de LSU là, de White Wicks qui a été au four et au moulin, le numéro 40, très en Ouais, vue. Whitwix. Ouais, Whitwix, ouais, c'est Whitwix qui a été très en vue sur ce match-là, le numéro 40. Et c'est vrai qu'une défense pourtant sans Perkins, hein, ce qui est quand même une grosse perte, mais ils arrivent à quand même continuer à produire, donc c'est de bon augure pour la suite. À voir après Quel au est le fur et à prochain mesure de match, la Ryan? Arkansas, on repart sur un match de rivalité. Ça va être la rivalité du Golden Boot, si je te dis pas de bêtises. Ça, c'est un match de cafard, ça. Comme tu Ouais, les ça aimes. va être sympa. À Ça. Fayetteville ou à Bâton Rouge? Bonne question. Je crois que l'année dernière, c'était à C'est Fayetteville. Il à faudrait que je vérifie. Arkansas, j'ai l'impression Ouais, aussi, je crois. il faudrait que je vérifie. Ok. Je te confirme ça dans quelques minutes. Bref, on passe au match suivant. C'est à Et c'est Arkansas, la, je l'ai sous les yeux là, c'est au Razorback Stadium. Et c'est la victoire de Penn State, classé quatrième à l'AP Poll, à USC aussi au terme d'une prolongation. Vous êtes toujours dans la même section, dans la même partie de ce podcast. Victoire 33-30. Et moi, je dois dire que en fait, c'est le match que j'ai regardé en même temps que Notre-Dame-Stanford. D'ailleurs, Notre-Dame a battu Stanford pour le match de rivalité, pour ceux qui ne le savaient pas, parce qu'on ne va pas en parler dans ce podcast. Et ça a été un match, mais hyper intéressant, je trouve, aussi pareil, du début à la fin, il y a eu des rebondissements, des turnovers, des big plays. Il y a eu ce tight end du côté de Penn State, là, Tyler Warren, qui a égalé le record de réception pour un tight end en FBS, donc en première division universitaire, division 1A, oui, venez pas m'emmerder, avec 17 réceptions, mais c'est tout juste énorme, 17 réceptions pour un Il tight a end. été exceptionnel. Sur le match, il a été exceptionnel. C'est partout. Et partout, exactement, parce que justement, et ça on le savait, on savait déjà que le coordinateur offensif de Penn State, et ça peut paraître un petit peu paradoxal parce qu'il a Penn State dans une attaque qui est quand même réputée, comment dire, conservatrice, voilà, pour pas dire chiante. À Kansas, il était hyper créatif, et Tyler Warren, en fait, il a marqué des points, il a avancé de partout, il était soit dans le slot, en outside, sur la ligne de scrimmage. Enfin, tu expliqueras ça mieux que moi, Ryan. Mais il a couru, il a réceptionné des passes, il a vraiment en fait tout fait. Et c'est peut-être ça la marque de fabrique du coordinateur offensif qui s'appelle Andy Konetnicki. J'en peux plus des Polonais. Je suis désolé les gars, mais vos noms à prononcer c'est trop compliqué. Mais c'est ça sa marque de fabrique. Comme la semaine dernière aussi avec le O-line en motion, toutes les semaines on voit voilà un joueur comme ça se distinguer, un play qui se distingue et qui passe un petit peu partout. Et moi j'ai vraiment aimé. Ouais, et Ah, pourtant, le match n'avait pas bien commencé pour Penn State, hein, qui était mené à la en première mi-temps 20-6. Moi, j'avais suivi un peu le match. C'est vrai que le comeback de Penn State en seconde mi-temps fait plaisir pour une fois les Nittany Lions. Gagne. Alors, est-ce qu'on pouvait qualifier des déplacements à USC de gros matchs, puisque USC n'était pas classé, mais ça reste quand même un gros déplacement quand même à Penn gérer. State USC, c'est un match de Rose Bowl. Il y en a eu 2 ces 20 dernières années, donc pour moi c'est un grand match. C'est Sans quand même un aucun grand doute. match et donc Penn State gagne enfin un grand match, on peut le dire quand même, parce que c'était un peu, on parlait de Ryan Day tout à l'heure, mais James Franklin dans le genre, j'arrive pas à gagner quand je joue contre des grosses équipes, je perds. Bon après, parce que USC était vraiment une grosse équipe, mais comme tu dis, c'était quand même un déplacement compliqué et ils sont revenus de 14 points de retard. Ils avaient 14 points de retard à la mi-temps. Ils sont revenus pour gagner en prolongation et c'est vrai que j'étais surpris du jeu de Penn State parce que effectivement, bon, moi j'avoue c'est un programme
il m'énerve, je le trouve très chiant ce programme. Mais sur ce match, je me suis dit: «OK, les mecs, ils ont des balls en attaque, ils tentent des choses» et donc c'était cool à suivre. Et puis, on voit quand même en Big Ten que les équipes qui traversent les États-Unis, heu, les équipes de la côte ouest qui partent sur la côte est jouer, perdent pour la plupart et c'est l'inverse aussi. Je crois il y a 3 victoires et 10 défaites pour, ces matchs-là, donc les voyages ont vraiment une incidence. Aller gagner au Coliseum en arrivant 2 jours, avant, depuis la Pennsylvanie, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. Alors Drouillard, il termine à 30 passes complétées sur 43 pour 391 yards, 2 touchdowns et 3 interceptions, mais il a été hyper précieux notamment dans le dernier quart-temps où des big plays se sont enchaînés. Et c'est ce que j'ai envie de retenir. Et c'est presque dommage qu'il y ait ces 3 interceptions parce que j'aurais presque pas hésité à le foutre en tant que MVP, moi, de cette semaine. J'ai un autre nom que lui. Mais c'est dommage que ces 3 interceptions aient lieu parce elles font vraiment tâche. Maintenant, c'est un match qui permet à Penn State d'être sur un bilan de 6-0, avec une bye week cette semaine avant d'aller à Wisconsin et de recevoir le 2 novembre Ohio State. Mais quand tu vois la fin du calendrier avec Washington, Purdue, Minnesota, Maryland, là, véritablement, il leur reste qu'un gros match, c'est celui face à Ohio State. Et si les Nittany Lions battent Ohio State, bah, c'est le top 3 assuré à la fin de la saison. C'est la finale de conférence assurée. Et a fortiori les playoffs. Donc très hâte de voir ce que Ouais. va faire Penn State ces Ce prochaines match semaines. contre Ohio State, c'est le match pour voir si l'équipe, Bien sûr. si tout le monde a progressé dans cette équipe de Penn State ou si en fait c'est comme d'hab. Mais ouais, il va être intéressant à suivre effectivement. Surtout que Ohio State a déjà une défaite, donc une victoire de Penn State sortirait quasiment les Buckeyes d'une finale de conférence. Et du côté de USC, bah, 3e défaite, ça fait donc un bilan de 3 victoires et 3 défaites. Et c'est 3e défaite de moins d'une possession. Euh, Après aussi une 2e défaite consécutive. Hein. Je rappelle que les Trojans avaient perdu la semaine dernière à Minneapolis contre Minnesota, 24-17. Il y a eu une autre rencontre, c'est le déplacement pour la rivalité, hein, le Third Saturday of October entre Florida et Tennessee. Tennessee qui était classé 8e. Et malgré un match qui, moi j'ai regardé que la première mi-temps, hein, qui me semblait dominé par Florida, ce sont les Volunteers qui se sont imposés sur le score de 23-17. Et c'est un match qui, je pense, si on peut un peu s'attarder dessus, les gars, qui est intéressant. Bon, déjà parce que Florida fait un bon match. Quoi qu'on puisse en dire en fait depuis quelques semaines, Florida monte son niveau. Il y a évidemment la victoire face à UCF, la victoire face à Mississippi State qui Mississippi State d'ailleurs on va pas en parler mais qui a pas failli battre Georgia mais qui a perdu de seulement une dizaine de points alors qu'on leur promettait d'en prendre 35. Là sur ce match-là, ils vont en une mi-temps, il faut que je regarde la stat, ils sont allés en red zone 4 fois et vous savez combien de points ils sont repartis? Sur la première mi-temps? Sa première mi-temps, ils sont Ouais, allés mais 4 fois en red zone. ils ont mis qu'un field goal, je crois, en plus, Un sur field le. goal, un Ouais, field goal, un fumble, une interception et une quatrième tentative loupée. Ce qui prouve que Florida aurait pu enfoncer le clou en fait dès la première mi-temps, mais c'était sans compter sur la résilience de Tennessee qui est allé pour. Mais ça, j'ai trouvé cette stat dingue. C'était seulement la 2e fois que Tennessee allait en prolongation. Et la première fois, c'était en 1998, l'année du titre. Alors, quand j'ai vu cette stat, je suis allé la vérifier parce que ça me paraissait complètement fou. Et puis aussi, il faut dire que la chance a un petit peu quitté Florida durant le match parce que leur excellent running back de Louisiane, la Montrell Johnson, s'est blessé. Et puis À un moment, Graham Mertz s'est aussi blessé. non, mais à un moment, vraiment, c'était affolant. Genre, il y a eu un moment dans le match où c'est tombé, genre, ça n'arrêtait pas. Je crois, ils perdent Montrell, après, ils perdent un de leurs linemen, je crois, après, ils perdent un défenseur, après, ils perdent Mertz. Vraiment, en fait, quand ça a commencé, j'avais l'impression à tous les drives que les mecs perdaient un titulaire, c'était assez ouf. C'était assez ouf à voir.
Puis ça veut dire que pour cette fin de saison, c'est DJ DJ. Lagway, le true freshman, qui va devoir s'y coller. Et là, on vous le donne en mille, hein, les 5 prochains matchs de Florida, c'est Georgia, Texas, LSU, Ole Miss. Donc ces 4 équipes-là sont classées. Bon, il y a Kentucky avant, bien évidemment. Et enfin, Florida State. Euh, comme baptême, c'est compliqué d'affronter ces On l'avait C'est dit, programmes-là. hein. dommage pour les Gators parce qu'ils montraient des belles choses, mine de rien. On leur promettait l'enfer cette saison et finalement ils se défendent bien mieux que ce qu'on aurait pensé. Mais c'est vrai que là, je pense qu'avec les blessures, ça va être le coup d'arrêt pour eux. Et bah, dommage pour Billy, hein, j'ai envie de dire. Tu Est-ce voulais que dire quelque les chose, Ryan? Non, je voulais dire, c'était la même chose que toi. Toi, tu trouves que finalement, ils se défendent pas trop mal, mais la finalité reste la même. Oui, on leur Bien avait sûr. promis l'enfer, et l'enfer, il est là, quoi. C'est que on a beau dire ce qu'on veut. Tu vois, Nico Yamaleava, il est encore un petit peu trop vert, mais à côté de ça, je crois, on se rend pas bien compte, en fait, du niveau réel de Tennessee, parce que c'est extrêmement solide des deux côtés du ballon, hein. Et vraiment, moi, j'ai pas hâte de voir Nico se développer, avoir 2 ans d'XP dans les jambes, parce que quand tu vois que déjà là, malgré toutes les petites conneries qu'il peut faire en tant que true freshman, c'est Tennessee, c'est extrêmement solide, hein. Il y a de la rotation, il y a du playmaker, il y a la défense est dure au mal, c'est pas facile à jouer du tout. Ils sont capables d'être clutch dans les moments où il faut. Donc quand je vois en fait leur niveau de jeu déjà là, je j'ai pas hâte en fait d'être dans le futur, vraiment pas. Ah, dans le futur, parce que tu L'année vois, moi, sur prochaine le début déjà, de hein, saison, ça je suis sera. pas aussi Ah ouais emballé que non ça. moi non. Alors Ah évidemment, non moi vraiment c'est il y dans a le eu ces futur en fait. ouais, pour le futur, bah, ouais, bah, avec Yamel Ava, et puis on sait que Tennessee, ils ont un super entraîneur, Josh Heupel. Il est jeune, puis Euh, il est encore. Moi, je le trouve encore un peu. Tu sais, physiquement, tu vois, voilà, il a 18 piges, donc il faut qu'il se développe aussi. Mais c'est vrai, moi, je suis d'accord complètement. avec Ryan. Il est encore Euh, vraiment Ouais, très vert, hein. Il fait encore beaucoup d'erreurs, hein. Mais justement quand tu vois le niveau de jeu de Tennessee là actuellement, malgré le fait que Nico soit très vert, là clairement leur offense en fait c'est leur faiblesse, tu vois, alors qu'on sait à bah, quel ouais, point avec c'est ce Heupel que ça j'allais peut dire, être parce une. que les 3 premiers matchs, Ryan, bon, c'est Chattanooga, NC State et Kent State. Il se trouve que les 2 équipes que j'ai citées en dernier, NC State et Kent State, font partie des plus nuls du pays. Ça fait 69-3, 51-10 et 71-0. Et quand bah, l'adversité a un petit peu augmenté, face à Oklahoma, Arkansas et Florida, ça fait 25 points à Oklahoma, victoire, défaite à Arkansas avec seulement 14 points, et victoire à domicile face à Florida avec 23 points, sachant que Oklahoma, Arkansas et Florida sont 3 équipes entre guillemets faibles en sec cette année. J'ai l'impression quand même que leur qualification en playoff tient un fil, et que les Volunteers sont pas loin en fait d'enchaîner d'autres défaites ces prochaines semaines, quoi. Ah mais c'est fort Même si, possible comme tu après. dis, mm. il y a tu sais, il y a un plafond qui semble très très haut. Mais il y a un plafond qui semble très très haut, mais après, comme je te dis, en plus, on sait à quel point le schéma offensif de Josh Heupel est c'est pas qu'il est complexe, mais il est spécial. Tu vois, il faut du temps pour l'intégrer. Et justement, il y a beaucoup de concepts verticaux, des jeux qui demandent un petit peu de temps avant de se développer. Et justement, pour l'instant, un des gros problèmes qu'il a, Nico, c'est qu'il panique assez vite dans la poche. Et tu l'as dit, en fait, c'est des équipes assez faibles de sec. Mais en fait, on l'a déjà dit, même une équipe assez faible de sec, ça a des joueurs qui sont violents, qui sont agressifs. Et les 3 équipes que tu as données, c'est des équipes qui ont des défenses qui, justement, sont capables de te mettre de la pression. Et quand ils te mettent la main dessus, ils te font mal. Et c'est là où, justement, l'offense de Heupel patauge un petit peu. Et c'est complètement normal, tu vois. Moi, je m'en fais pas. Mais c'est justement à cause de ces prestations un petit peu en demi-teinte, je pense qu'on se rend pas bien compte, en fait, du plancher de Tennessee. C'est une équipe qui est quand même très solide. Et donc, moi, je suis impatient en fait de voir la suite, et en même temps, pas du tout, parce que il y a un monde où en fait, quand ça va cliquer, ça peut faire très très mal. Sachant qu'on n'en parle pas trop, mais Dylan Sampson continue sa très grosse saison à la course. Il est déjà à 15 touchdowns cette saison. Il en a encore marqué 3 contre Florida. Et c'est un joueur junior, donc de retour peut-être l'année prochaine, ainsi que le receveur Squirrel, Squirrel Oui, tu White vois, aussi, qui est junior. Donc c'est vrai que l'année prochaine, si ces joueurs-là reviennent, avec Yameleava qui aura une année de plus dans les pattes et qui aura sûrement bien poussé à la salle à l'intersaison.
Ce sera ouais, les Volunteers, je pense que c'est un shot plus sur l'année prochaine. La grande question, c'est est-ce que Bru McCoy revient pour sa 123e saison de college football l'an prochain? Il n'est pas encore. Mais non, il est encore. Lui. Mais il est encore là, gros. Il me rend ouf, frère. T'es là, tu vois, il fait. Et toujours la même chose, il vient, il fait son petit catch. Et c'est là, tu te rends compte qu'il est là. Ou alors il fait sa petite course et tu dis, mais putain, t'es encore là, vieux père. Va là-bas, c'est bon. Et dire que Cam Rising pourrait repartir pour une 8e saison l'an prochain. Non, mais ça faut qu'il arrête. Faut qu'on fasse la team all-timer, tu vois ou pas? Non, mais je jure qu'il y a des équipes, tu les mets tous, ils sont plus vieux que certaines équipes de NFL en moyenne d'âge. Mais bien sûr. Tu vois, les Packers, la moyenne d'âge, elle est de 25 ans. Cam Rising, il est plus vieux que genre. Il a quoi, Cam Rising? Oh, peut-être pas, il a peut-être 24 ans, mais bon, c'est très vieux. Il y a aussi le tight end, Gus. L'ancien tight end. McCormick. Ouais, McCormick, l'ancien tight end d'Oregon qui a mis saison. C'est la 8e saison, je crois. Putain, il y en a marre, sérieux. Je crois il y avait un mec aussi, sa 9e saison, il avait fait. C'était un Mormon qui avait fait des années aussi enfin, je sais plus quoi là, quand il les envoie dans le reste du pays, donc mec à genre 28 ou 29 ans. Enfin, bref, il y a des trucs comme ça, c'est assez drôle à voir. Vive le college football pour ça. Mais au bout d'un moment, faut lâcher les bancs. Faut quitter les bancs de l'école, quoi. Faut aller pousser. Maxence, et elle a été aussi passionnante à suivre, bien que le résultat est quand même assez étonnant. C'est la victoire d'Illinois face à Purdue. Illinois qui était classé 23e à l'AP-Poll. Illinois qui remporte The Purdue Cannon. Et ça faisait longtemps que le Fighting Illini n'avait pas remporté à domicile un match face aux Boilermakers parce qu'il fallait remonter à 2010. Et bon, déjà, c'est un résultat surprenant malgré la victoire parce que Purdue est vraiment une équipe nulle. D'ailleurs, c'était le 100e match. Purdue est vraiment une équipe nulle cette année. C'est assez catastrophique. Ils ont viré Graham Harrell, leur coordinateur offensif. Et ils ont réussi à emmerder Illinois. Surtout que Illinois menait 34-20 au début du 4e quart-temps avant d'encaisser 3 touchdowns et un sidekick qui a mené justement à la prolongation. Et c'est, je pense, à mon avis, une victoire qui en dit plus sur Illinois, qui a quand même s'est fait rouler dessus, 536 yards face à cette attaque de Purdue sans son coordinateur offensif ni son quarterback titulaire Hudson Card, l'ancien de Texas. Ça fait beaucoup trop. Ouais, et Purdue qui a lancé son QB freshman Ryan Brown qui a fait un très bon match et il s'en est fallu pas grand chose. Le troisième, je crois que c'était le troisième dans la hiérarchie. Alors vraiment que je me trompe. Il me semble, ouais, en début de saison. En tout cas, gros match de sa part avec 297 yards, 3 touchdowns et 118 yards à la course. Ryan Brown, qui est freshman, du coup. Et c'est un beau match de sa part. Je pense qu'il a gagné le poste de titulaire. Mais moi, j'ai bien aimé quand même les couilles de Purdue de jouer les 2 points en fin de match. J'aime bien quand les équipes le tentent, ça, parce que des fois, je trouve qu'il vaut mieux le faire plutôt que de jouer un field goal, une transformation et d'espérer que ça passe en prolongation. Moi, j'aime bien quand les équipes essayent de prendre la victoire tout de suite. Ce que d'ailleurs, Foley n'a pas fait sur le match contre Tennessee. Mais ça m'a moins dérangé parce que. Et en fait, quand t'es dans des matchs comme ça, contre des équipes qui sont normalement supérieures face à toi. Et dans un environnement aussi hostile. Ouais, il faut peut-être essayer de prendre le moment où tu as peut-être plus de chances de gagner parce que si tu le passes ces 2 points, tu as plus de chances de gagner ou en tout cas tu forces l'équipe adverse à devoir revenir dans le match plutôt que d'être à égalité. Est-ce qu'on aura un jour la bonne réponse? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Après, moi j'aime bien quand les coachs portent leurs couilles et y vont. Parce que tu es un romantique du college football, Max. C'est ça, exactement. C'est un défaut. Mais bon, après, Purdue 1-5, encore une défaite et ils ne pourront pas aller en bowl. Et du côté d'Illinois, la saison surprenante continue. Jusqu'où ça ira pour le Fighting Illini? Je pense que ça va pas tarder à s'arrêter parce que réception de Michigan, déplacement à Oregon. Et ils ont un bon quarterback, Luke Altmaier, le transfus de l'Imis, 379 yards et 3 touchdowns sur ce match-là, il enchaîne. Oui, mais je pense pas que ça va. Les deux prochains matchs, je pense qu'ils vont redescendre un peu sur terre, tu vois.
Et d'ailleurs, pour les fans du 113, Mokobe s'est reconverti en running back, 102 yards en 11 portées et un touchdown. Et bien évidemment, je rigole, c'est Devin Mokobe, qui lui aussi quand même un petit nom du college football maintenant depuis l'an Ouais. dernier. C'était juste pour placer ma blague, ça faisait des semaines que j'avais envie de la faire. Il a marqué un touchdown en plus, donc bravo à lui, hein, franchement. Non mais je dis Mokobe. ça parce que Non, le meilleur blast, c'est Chimerdic, le receveur de Chimerdic, ouais. Florida. Je l'ai Non découvert mais la je semaine parle dernière. du tu sais pourquoi je parle du Exceptionnel. 113? Parce que Non, c'était. Ryan le matin quand il part au taf, il écoute Bonne journée de Roth Mais qu'est-ce que- Ah, ou Jackpot 2000 de 113 et Jimmy Sissoko. d'accord, Mais ok. tu sais, je dis ça pour rigoler, mais c'est deux putains de sons. qu'est-ce que- J'ai jamais entendu les deux sons. Tu devrais aller écouter. Faudrait que Les mecs, j'écoute ça. les mecs, ils vont me croiser au mousse. Ah, c'est vrai que t'écoutes du 113, toi? Ils vont te confondre avec Rimka. Rimka. Je te jure. Bref, on arrête les blagues comme ça et on passe à une nouvelle section. C'est un Red River Showdown qui a été à sens unique et c'est pour ça qu'on va en parler seulement quelques minutes. J'aurais aimé qu'on en parle plus longtemps, d'autant plus que la Red River rivalry entre Texas et Oklahoma nous a offert ces 10 dernières années, à l'exception d'une rencontre qui avait été remportée 49-0 par Texas. Bah, ça nous a toujours offert des superbes rencontres. Ça n'a pas été le cas cette année. Texas, classé numéro 1, a battu Oklahoma, classé 18, 34-3, ce qui fait que Texas est en 6-0 pour la première fois depuis 2009. Donc Oklahoma n'a pas mis de touchdown. Oklahoma était toujours avec son quarterback freshman Michael Hawkins Jr. Quinn Ewers n'a pas brillé. D'ailleurs, sa première passe, ça a été une interception. Ouais, ce que j'allais dire. Oklahoma commence bien le match. Parce qu'ils interceptent, ils marquent, mais derrière, ça manque un field goal. Mais après, tu forces le punt. Pareil, le début de match était chiant. Honnêtement, le début de match était chiant parce que tu sentais que Texas essayait de trouver un peu la carburation. Et après que Oklahoma ouvre le score sur un field goal, Après, Texas a déroulé. après, fallait pas oublier justement que Quinn Ewers savait pas jouer depuis un petit moment. Donc, c'est Oui, il aussi revenait de pour blessure ça. aussi. Ouais. Et Je c'est pense que peut-être aussi pour ça qu'il se fait pique assez rapidement. je pense qu'il doit avoir la pression aussi de ce que Arch Manning a montré. Ça doit jouer aussi un petit peu dans sa tête, tu vois, au niveau de il a la confiance de son coach, je pense, encore en tant que QB1, mais quand il voit comment Arch Manning s'est comporté pendant son absence, ça doit jouer aussi, tu sais. T'as peut-être des fois parfois envie d'un peu surjouer, tu vois. Mais après, ouais, Texas a roulé sur Oklahoma, mais c'était prévu, honnêtement. Moi, je m'attendais pas à un gros match, même si des fois, il y a des trucs un peu surnaturels qui arrivent dans ce genre de match où quand on pense qu'une équipe est beaucoup plus faible que l'autre, bah, finalement, elle arrive à accrocher le match et parfois à le gagner. Mais là, je sais pas, je voyais ce Red River Showdown comme une démonstration des Longhorns et ça a été le cas. Ryan, quelque chose à dire en particulier? Non, bah non, en fait, on se répète sur Texas, c'est que, on l'a dit, l'équipe est vraiment blindée de talent, et en fait, l'opposition qu'elle a face à elle, pour l'instant, c'est faible. On peut me dire ce qu'on veut, hein, mais pour l'instant, le seul gros match qu'ils ont eu, c'était Michigan, et quand on voit l'état de Michigan cette année, bah, voilà, quoi. Ouais, mais après, regarde, je me mets de l'autre côté, hein, tu gagnes tous tes matchs avec de la marge, tu vas gagner quand même à la Big House dans le plus gros match du début de saison. Tu vas à Avec de la Oklahoma. marge, contre la faible équipe de Michigan, il y a 31-12, face Ouais, mais tu à as des... Mississippi State, t'as Ouais, mais 35-13. Pour moi, c'est pas ça, avoir de la marge. Regarde Oklahoma, c'est si faible. Ouais, il a enquis 30 points, mais putain, je sais pas, t'es numéro 1 du pays avec le talent qu'ils ont, ils devraient les broyer, mais genre vraiment leur faire du mal. Pour l'instant, on le voit pas. Là, ils affrontent Georgia la semaine prochaine, mais Georgia, justement, là, ça fait J'attends ce match, hein. bah moi je l'attends, mais là Georgia, je suis désolé, moi de ce que je vois ces dernières semaines, c'est plus le Georgia qu'il y a avant, quoi. J'attends limite plus le Texas Vanderbilt, tu vois, par Ah, rapport. Mais non, mais si Vanderbilt se paye Alabama et Texas, bah, j'y crois à zéro, hein, mais je serais pour les Commodores, mais j'y crois absolument pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, l'autoroute, elle est toute tracée pour Texas, c'est-à-dire que même là, tu perds contre Georgia, Georgia est quand même dans le top 5. Donc en fait, là, Texas, tu vas tout droit, quoi. Leur saison va en fait commencer en playoff, limite, tu vois.
Là, les mecs, ils vont tout droit en pilote automatique et ils ont beaucoup trop de talent pour. Je suis en train de regarder le reste du calendrier. Hein, je les vois pas Ouais, il n'y a pas perdre. Ouais, tu vois. Le déplacement à Texas A&M, c'est un match de rivalité. Il faudra être sérieux. Mais Ça, le déplacement à Texas A&M, là, le retour de la rivalité avec en plus un Texas A&M qui a l'air d'être une bonne équipe cette année. Et après, je suis d'accord avec Ryan, ils sont en pilote. Ouais, c'est un peu ça. Ils sont en pilotage automatique, ça roule bien. Maintenant, dans un match où ils seront accrochés, tu vois, est-ce qu'ils vont réussir à augmenter le niveau? Tu vois, là, ils sont à un niveau sympa, tu vois, mais ça suffit pour gagner. Et à un moment donné, il va falloir pousser le curseur. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Et moi, c'est là où je vais vraiment, c'est là où je vais vraiment juger un petit peu. Alors c'est dur, hein, c'est extrêmement dur de dire ça, mais en fait c'est le propre des grandes équipes. Hein. Gus me faisait les mêmes réflexions sur Georgia il y a 2 ans, mais en fait c'est quand une équipe a tellement de talent comme ça, bah en fait oui, je vais être beaucoup plus dur avec eux, mais là pour moi ils ont la route toute tracée jusque limite le titre quoi. Parce que même quand tu regardes le top du pays, je sais pas, j'ai moins de favoris qui se détachent par rapport aux autres années, donc je vais attendre de voir avec Texas, mais donc ouais, non, je reste sur ce que je disais. Pour moi, il y a énormément de talent à Texas cette année, et donc là ils ont l'occasion, là ils ont la fenêtre qui s'ouvre pour eux pour aller vraiment aller rechercher un titre, donc à eux de se donner les moyens maintenant. Toujours en sec, Alabama a échappé au pire. Une défaite à domicile face à South Carolina, une semaine après la défaite du côté de Nashville face à Vanderbilt. Au final, c'est une victoire 27-25, donc un écart de 2 points parce que les Gamecocks auront fait craindre au Crimson Tide une seconde défaite consécutive jusqu'à la fin, jusqu'aux 2 passes dégueulasses de Lanoris Sellers. C'est ce que j'allais te dire en fait. Et un onside kick récupéré aussi par South Carolina qui d'année en année nous prouve que c'est l'une des meilleures special teams du college football. Si je parle de 2 défaites consécutives, c'est que ça aurait été pas un tremblement de terre, on va peut-être changer un petit peu d'expression de temps en temps, mais une chose que nous avons jamais connue ici, toi Ryan, Maxence et moi Augustin, parce que Alabama, ça fait depuis 2008 que le Crimson Tide n'a pas perdu Je me faisais la réflexion. 2 matchs d'affilée. Donc voilà, il y a jamais eu 2 défaites consécutives. Ouais, quand j'ai vu la stat, je me faisais la réflexion, mais si, je les ai déjà vus perdre 2 fois de suite. Mais en fait, non, on les avait jamais vus, et on les a toujours pas vus perdre 2 fois de suite dans une saison. Parce qu'une défaite d'Alabama est toujours exceptionnelle, c'est pour ça qu'on s'en rappelle. Et d'ailleurs, à titre d'anecdote, donc ça fait 206 semaines sans 2 victoires, sans 2 défaites consécutives pour Alabama. Mais il y a une équipe qui fait mieux, c'est le Oklahoma avec 256 semaines entre 1999 et 2020. C'est l'ère Bob Stoops évidemment et un petit peu l'ère Lincoln Riley. Et avant ça, c'était Nebraska entre 1985 et 2002 avec 197 semaines. Aussi les années fast de Tom Osborne avec les Cornhuskers. On peut passer à la suite. Je pense qu'on a juste sur Alabama. Non, juste moi, c'est si South Carolina avait un QB, Alabama perd le match. Tous les jours. Ouais, parce que aller voir les 2 passes, c'est chaud. Hein. Et ça fait déjà. Bon, en fait, je crois que c'est depuis le 2e match de South Carolina que je le dis. Le QB play est catastrophique. Parce que Stevie de Malcolm, là, donc la Norris Seller, c'est pas possible. Mais en fait, derrière, t'as Robbie Ashford, c'est nul. C'est catastrophique. Et ça me rend ouf parce que South Carolina a les playmakers. South Carolina a un semblant de ligne offensive. Nicolas Arbor, playmaker, quel touchdown à la fin. Mais ouais, oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, là, littéralement, j'ai envie de voir Spencer Rattler dans cette équipe. C'est-à-dire que South Carolina cette année a une défense, South Carolina cette année a des playmakers, et South Carolina cette année a un semblant de ligne offensive. Mais alors le QB play, mais c'est catastrophique, c'est nul, c'est nul. South Carolina donne le match à Alabama, faut qu'on s'en rende compte quand même. C'est d'une nullité. Et franchement, ça me rend dingue, ça me rend ouf. Et par contre, inversement, si je regarde ça du côté d'Alabama, attention de Bauer,
Je pense que le siège chauffe pas du tout pour l'instant, hein, mais attention quand même parce que Attends, C'est sa première année. c'est pour ça. Et il bat Georgia quand même. Hein. Les gars, c'est pour ça, laissez-moi finir. Oui, Je vous dis, pour vas-y. l'instant, le siège n'est pas chaud, mais attention quand même. C'est-à-dire que là, Mais oui. Bama a connu une décennie de domination, de surdomination. Et en fait, là, tu es allé battre Georgia. Tout le monde est heureux. Tout le monde se dit, oh putain, De Boer, c'est extraordinaire. Et derrière, tu te fais rouster. Et derrière, tu as failli perdre contre un South Carolina solide, mais justement qui n'a pas de QB play. Mais tu avais perdu le match, en fait. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, il n'est pas encore sur hot seat, mais attention, ça peut très vite switch, je pense, au niveau des fans, au niveau même des boosters. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais attention, ce genre de performance de Bauer, j'ai déjà commencé à entendre à droite à gauche, ah ouais, mais regardez, il n'est pas fait pour les gros matchs, ah ouais, mais regardez, à Washington aussi, il n'a pas les épaules. C'est déjà des trucs qu'on commence à entendre dans la commu SEC, si tu veux, alors que justement, le mec, il y a 2 semaines, a battu Georgia. C'est le syndrome Première Ligue, quoi. Tout ce qui se passe en dehors de la Première Ligue, en l'occurrence ici la SEC, ça vaut rien. Je sais, mais le problème, c'est que le syndrome Première Ligue, aussi bien la fanbase que Bama, que les boosters, que le directeur athlétique, en fait, il a été habitué à ça pendant 10 piges. C'est pour ça que je te dis, moi, pour l'instant, et tu sais tout le bien que je pense de Bauer, tu sais à quel point j'aime ce coach. Oui, ça, j'en doute pas. Mais attention, c'est juste ça, parce que là, vraiment. Moi, je pense que justement, Alabama ne fera pas cette erreur. Ça serait tellement con de juger les entraîneurs qui succèdent à Saban par rapport à, comme tu viens de le dire, aux 15 années de Saban. Enfin, ce serait totalement contre-productif. Jamais personne fera mieux que lui. Il va falloir s'habituer à avoir un peu plus de défaites, surtout dans un college football où, et avec les giga-conférences, tu as beaucoup plus de concurrence et donc de défaites potentielles tous les ans. Il y a un changement un changement de logique à accepter. Le mais fait moi, je suis d'accord avec toi, Gus. Aller en demi-finale ou aller en finale nationale en ayant déjà perdu 2 ou 3 matchs. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Gus. Mais est-ce que les dinosaures qui, justement, sont à Alabama et qui sont justement les boosters et finalement les décideurs, est-ce que eux vont le voir de cet œil? Je sais pas. Je sais pas. Il y a aussi beaucoup plus d'argent qui est en jeu via la. Pendant 15 ans, ça veut dire qu'ils sont pas cons. Moi, à moins que c'était que le fait de Saban. Moi, je dis wait and see. Tu sais à quel point ça peut aller très très vite et à quel point les équipes qui justement étaient victorieuses peuvent être hautaines, peuvent être arrogantes et justement peuvent en fait parfois foncer dans le mur en ne voyant pas la réalité des choses. Tu vois, donc wait and see. Mais vraiment, commencer déjà à entendre 2-3 critiques assez acerbes sur De Boer après les deux dernières semaines. Arriver dès maintenant, en fait, ça me. Je wait and see, mais attention, c'est tout ce que je dis. Nous passons à une autre partie consacrée à la Big 12. Big 12 qui nous a encore réservé une très très belle semaine. Quelle belle conférence. Un très beau samedi. Pendant que toi, tu t'emmerdais devant ton Cincinnati. Oh putain, le Cincinnati UCF. Oh putain, j'en ai marre, j'en peux plus. Libérez-moi de Malzahn, s'il vous plaît. Oh, il nous a cuisiné un truc encore, là. Il nous met le true freshman titulaire. Puis au bout d'un quart-temps ou deux, là, je sais plus, là, il l'enlève pour mettre Brown. Enfin, on parlera pas de UCF Cincinnati parce que c'était pas les matchs les plus intéressants, mais bon, encore une défaite de UCF et on sait pas où va le programme actuellement. Donc, mais par contre, Cincinnati, attention à eux parce qu'ils sont un peu en sous-marin. Ils ont perdu leur défaite, ils ont perdu de pas grand-chose à chaque fois sur leur défaite. Et je trouve leur quarterback Sorsby vraiment, vraiment pas mal. C'est un bon petit QB. Voilà. Oui, Brendan Sorsby, ouais. Sorsby. Mais c'était pas les matchs les plus intéressants. Il y en avait 4 autres qui étaient vraiment, vraiment cool. C'est la victoire de BYU au Lavelle Edwards Stadium face à Arizona, 41-19. BYU qui est toujours invaincu, bilan de 6-0. Et là encore, sur cette rencontre-là, c'est la défense qui a été impériale à l'image de la saison. 3 interceptions et un turnover provoqué. Et en plus, c'était un bon quarterback. Enfin, c'était Noah Fifita. Et BYU est premier de Big 12.
avec un bilan qui est quand même assez excellent. Tu as battu SMU, tu as battu Kansas State, tu as écrasé Kansas State 38-9. Là, maintenant, tu écrases Arizona. Quand tu vois aussi le reste du calendrier, Oklahoma State, UCF, Utah, Kansas, Arizona State et Houston. Bon, là, les deux matchs compliqués, le match compliqué sera Arizona State, mais tu peux imaginer une saison en tant qu'équipe invaincue, même si on sait que la Big 12 a tendance à se cannibaliser. En tout cas, c'est la tendance que tu avais. Tu le sens, tu sens la défaite Ah ouais, le match à d'Alabama South, UCF, là? c'est le Space Game. Hein. Ouais, bah, Voilà. bon, après, moi, je dirais pas non, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Pour les équipes, C'est le Space Game. Mais oui, non, après, oui, BYU très surprenant parce qu'en plus, quand tu regardais le début de saison sur les polls de pré-saison de la Big 12, tout le monde les mettait derniers ou avant-derniers avec Houston, de mémoire. Et ils font une saison vraiment surprenante, les Cougars de BYU. Et comme tu dis, leurs victoires sont vraiment convaincantes. Et à voir où ça va, mais ouais, le reste du calendrier est pas si dur que ça en soi. Donc, je pense qu'on tient une équipe surprise en playoff, peut-être qu'ils iront. En tout cas, s'ils gagnent la Big 12, c'est sûr qu'ils iront. Et gros match encore face à une équipe d'Arizona qui est assez inconstante, capable de faire des très gros matchs et derrière de plus trouver son football. Bah, tu vois, si on m'avait Fifita, au dit que la final, meilleure équipe d'Arizona serait Arizona State cette année, j'aurais pas cru, quoi. Fifita qui a 8 TD mais 9 interceptions. Ouais. J'avais dit après le match, c'était quel match je crois que c'était le premier podcast que j'avais fait avec vous. C'était après le match contre Utah où j'avais dit que j'avais trouvé que Fifita avait été bon et j'avais dit je trouvais même que franchement il trouvait des gros plays et tout, mais les deux matchs qu'on suivi, vraiment pas bon pour Fifita. Les Wildcats sont très décevants, mais après c'est un peu l'identité de Big 12 avec des équipes qu'on attendait qui sont décevantes et des équipes du coup qu'on n'attendait pas et qui sont très bonnes. Donc tant mieux on va dire parce qu'elle est très plaisante à suivre puisque du coup elle remplace vraiment celle de la Pac-12 dans le sens où tout le monde peut battre tout le monde. Après, c'est sûr qu'au nombre d'équipes que tu vas envoyer au playoff, forcément, comme tout le monde se cannibalise, tu vas pas en envoyer beaucoup. Mais au moins, on s'amuse bien devant la Big 12. Et puis, il y a tout aussi le truc autour de leur quarterback juif qui me fait rigoler, le juif parmi les Mormons. Ouais, et en plus, Il y a une sorte de c'est Yom algorithme Kippour, avec je crois, en plus, BYU. samedi. Ouais, non, et puis Red Slav. Ouais, oui, parce que c'était Yom Kippour ce week-end, donc ils Ouais, ont il y a fait un délire un peu, ouais. sur les réseaux, ils ont fait tout un truc là-dessus, c'était marrant. Et le Lavelle Edwards Stadium, toujours aussi exceptionnel. Ce stade Exceptionnel et aussi joli. Mais ouais, non, BYU, belle surprise. Et c'est la première fois qu'ils sont Et en 6-0 depuis la saison Covid. C'était en 2020 avec un certain Zach ouais, Wilson. c'était il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Je m'attendais Ouais. à ce que tu me dises un truc de fou, Et les non, années non, 90, quand BYU 2020, jouait l'équipe nationale parfois. c'était leur première défaite cette année-là, c'était contre Coastal Carolina, mené par Grayson McCall. Voilà, il y en a un qui est en NFL qui arrive plus à trouver de poste, et il y en a un qui est au college football et qui est en train de perdre son poste à NC State. Comme quoi ça va S'il vite le devient college pas football. dément avant. Ouais, c'est Kansas ça. State, 18e à la People, a battu Colorado à Boulder, 31-28. Ça a été aussi un match intéressant où il y a eu un game-winning touchdown à la fin avec une passe notamment de 50 yards d'Avery Johnson pour J.C. Brown, qui fait que Kansas State n'a qu'une victoire cette saison, qu'une défaite cette saison, 5 victoires, une défaite, et Colorado 4 victoires et 2 défaites. Hunter n'a pas joué la seconde mi-temps parce qu'il s'est blessé à l'épaule, mais on a eu des résultats quand même convaincants, Bizarre. rassurants cette semaine. Et Travis Hunter rejouera ces prochaines semaines en college football. En espérant qu'il y ait un peu moins de snaps, qu'on prenne ça pour l'alerte que c'est censé être, histoire que il fasse pas une demi-saison comme l'année dernière. Parce que bon, nous on dit des choses, mais encore une fois, on est des haters. Et pour Coach Prime, on est des racistes quand on dit que le mec surutilise ses stars. Mais bon, qu'est-ce qu'on y connaît? Nous, on n'habite pas à 30 km de Syracuse. Mais Le gros, running gag qui marche toujours. ouais, mais gros match de Kansas State sur la fin. Ouais, désolé Maxence. Vas-y, ouais. Non, mais c'est juste que c'est une blague, mais c'en est une sans en être une. Je sais que jamais de la vie Deion Sanders va nous écouter, et même s'il nous entendait et qu'il comprenait le français, jamais il nous prendrait en considération. Mais c'est une blague qui est amère en fait. C'est que on l'a dit, encore une fois, on est loin d'être des haters, même si vous pouvez penser ce que vous voulez.
on n'a pas envie que les gamins qui ont un vrai potentiel en fait explosent à cause disparaissent au bout de 1 an en NFL parce que les mecs sont juste cramés de chez cramés. Et ça me fait juste chier de voir qu'en fait, on repart un petit peu comme sur la saison dernière, c'est-à-dire que c'est une question de semaine avant de voir un Travis Hunter exploser en vol, c'est une question de semaine avant de voir un Shedeur Sanders ne plus être capable d'envoyer un ballon. Donc, continuons comme ça. Ou de mettre une patate à son daron. Il y a un côté un peu bête de foire dans l'utilisation de Travis Hunter, je trouve, en ce moment, qui est assez gênante, en mode regardez tous les plays qu'il joue en attaque et en défense, c'est exceptionnel, c'est jamais vu. C'était déjà comme ça l'année dernière. Ouais, en fait. ce qui s'est calmé, c'est quand il s'est fait éclater un rein ou je sais pas quoi contre Colorado State et qu'en fait il a disparu pendant quelques semaines et derrière Colorado a enchaîné les défaites et derrière la hype est un peu retombée, donc ça a permis en fait au programme de se remettre un petit peu la tête à l'endroit, mais c'était déjà comme ça l'année dernière et on repart là-dedans encore une fois et ça me gonfle en fait, ça me fait juste chier, j'en ai marre. À noter le match horrible à la course de Colorado qui termine à moins 29 yards. Là, pour le coup, ils ont vraiment pas été bons sur ce secteur de jeu. Et le receveur qui me fait plaisir du côté de Colorado, c'est LaJohntay Wester, l'ancien joueur de Florida Atlantic, qui était un joueur que j'aimais beaucoup chez les Hawks ces dernières années et qui a fait un bon match cette année dimanche matin contre Kansas State. Mais ouais, comme tu dis, après, je te rejoins complètement sur l'utilisation des stars à Colorado. Il y a un peu un côté m'as-tu vu mais qui est dangereux parce qu'il faut pas oublier que ça reste des gamins de 20-21 ans et qui n'ont pas la boîte physique pour encaisser tout ce qu'on leur demande de faire. On continue de suivre chaque semaine Iowa State qui était 11e à l'IP Poll et qui se déplaçait à West Virginia. C'est encore une victoire, 28-16. C'est surtout une 6e qui est synonyme d'éligibilité à un bowl. Et c'est la première fois depuis 1938, donc avant la Seconde Guerre mondiale, pour les gens qui sont allés à l'école, que les Cyclones sont en 6-0. Et je suis presque triste qu'on n'en parle pas assez, mais parce qu'à Iowa State, en fait, il n'y a pas de gros match avec Iowa State et j'aimerais qu'il y ait une rencontre à 21h30 en antenne nationale qui nous montre ces Cyclones parce que c'est une équipe qui le mérite et c'est une équipe qui est rentrée dans le top 10 de l'IP Poll à la 9e place entre LSU 8e et Clemson 10e. Pour le match entre Arizona State et Utah, je vous propose de vous référer au 1-2-6 que vous trouverez sur notre chaîne Twitch. Baptiste, Ryan, oui, tu y étais, Ryan? Il y avait Valentin? Non, j'y étais pas. Je suis passé rapidement dans le chat, mais j'y étais pas. On était parti se faire un petit tailgate avec d'autres membres de la commu. C'était très sympa. Et bref, Baptiste vous en parlera très très bien. Arizona State qui fait un très très bon début de saison. On va aussi parler d'Ashton Jeanty, faire notre petit update hebdomadaire. Bon, Yes. là comme ça, à l'aveugle, sans regarder. J'étais content au petit-déj dimanche matin avant de partir pour mon tournoi Ouais, pareil, comme paddle. toi. Il Je jouait. regarde toujours. Ouais. J'étais content. Au début, j'ai vu les stats en cours de match. Il était à 180 yards, un truc comme ça. J'ai fait petit match. Okay. Il termine à 217 yards, un touchdown à la course, plus 20 yards et un touchdown à la réception. Toujours une semaine de boulot et surtout une victoire face à Hawaii 28-7. Et ce qui me termine, c'est sa stance de départ, gros, mais elle me détruit. Il en a. C'est c'est un personnage de film d'horreur. Michael Myers, il a été comparé avec ça, mais le fait qu'il se tienne juste tout droit debout, ça me il est là, il attend. Il attend, il est là. Ça me détruit de rire. Il attend d'avoir la balle et de casser 6 plaquages sur sa course. Parce que je crois qu'il a aussi un nombre ahurissant de plaquages cassés depuis le début de saison et il est toujours en avance sur le record de Barry Sanders. Ah mais pour moi, honnêtement, on touche du bois, je touche ma tête, ce que vous voulez pour pas qu'il se blesse. Mais le Iceman, pour qu'on aille lui prendre, vraiment, il va falloir se lever très très tôt, il va vraiment falloir se réveiller. Genre pour moi là, il n'y a aucune. Ce serait désastreux qu'il n'ait pas le Iceman parce que de 1, ça récompenserait pas sa saison et de 2, ça enverrait un message à tous les gros joueurs du Group of Five
En mode, bah Ouais, ouais, c'est c'est ça. bien. Ouais, barrez-vous mais, ouais, voilà. dans une grosse équipe. Et je trouverais ça, comme tu dis, désastreux. Ça serait une énorme pub pour Boise State. Ça serait tellement cool de voir un joueur non quarterback. Et surtout, il le mérite, bordel. Donc, Oui. et vraiment, pour moi, il est Et qu'il n'y a tellement pas de loin de. transfert en plus, parce il y avait des grosses sollicitations à l'intersaison. Il est resté à Boise State et franchement, il leur rend bien en plus, puisqu'il fait une superbe saison historique tout simplement. Et bah, juste merci. Moi vraiment merci parce que il Mais donne de bravo surtout. l'intérêt. Bravo, et il donne de l'intérêt à cette course au playoff en plus qu'on suit nous dans le podcast. J'ai le Group of Five chaque semaine parce que maintenant il y a aussi une course au Iceman et c'est trop cool d'avoir un joueur comme ça qui est en tête du Iceman et qui est dans le Group of Five. Et c'est J'espère vraiment que cool. les votants Non, franchement, il n'y a pas de, écouteront, il y a pas de débat là. Franchement, il n'y a aucun débat. ouais, j'espère. De toute façon, c'est pas une question de reconnaissance de la Sinon, performance, je c'est me ramène à New York. Je me ramène à New York. c'est une question Ouais. quel crédit tu donnes à des performances dans le Group of Five. Moi, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tout le monde l'est? C'est une Moi, question qui j'ai mériterait. milité la saison dernière pour JD. Crois-moi que je militerai en premier pour Ashton cette année, mais on Ah, va, mais on là, va il y a se une différence bagarrer. notable. C'est que JD il joue à LSU et que l'autre il joue à Boise State face à Ah, bah Nevada ouais, ou mais face à Hawaii le week-end. pour moi, là, c'est Et je une pense qu'il y question a de beaucoup de mérite, gens qui tu vois. raisonnent comme ça. Ouais, mais il y a son match contre Oregon où il a fait un Oui, ah, mais super match. je suis Contre d'accord avec Washington vous, hein. State, il leur a marché dessus. Je suis d'accord avec vous. Et il y a un truc aussi on en parlait avec Geoffrey la semaine dernière. Boise State peut aller chercher une place en playoff avec le premier tour en bye week parce qu'ils Ça serait peuvent finir dans incroyable. les 4 meilleurs champions de conférence parce qu'en Big 12 ça va peut-être pas forcément être dans le top 12, ça va peut-être le vainqueur de Big 12 va peut-être être moins bien classé que Boise State si Boise State remporte la montée West. Donc si en plus Gentil il a ça en plus dans son dossier, enfin excusez-moi mais ça va être après peut-être qu'ils allument pas la télé quand il y a les matchs de la Mountain West aussi les votants du Westman, mais ça c'est Bah, un autre problème. c'est ça aussi le souci, tu vois. Mais il l'allume pas Mais tout court en général. Mais bon, il de toute allume, oui, façon, oui. Il regarde la liste des QB en ACC, en Big Ten, ils font bon, allez hop. et les stats, Et les très stats. important les stats. Mais en tout cas, ouais, ça, on aura le temps d'en reparler plus tard dans la Et, saison de la course au Iceman, mais on est tous d'accord en tout cas sur Oui. Ashton. Puis l'histoire est vraiment belle. dans les autres rencontres, et on parle d'un joueur qui fait d'aller partie du top 15 pour le Iceman, c'est Diego Pavia. Vanderbilt a confirmé. Diego Football. Ah, mais quel joueur! Je le pense à 100% hein, qu'il est dans le top J'étais 15 ou le trop top 10 content pour le quand j'ai vu Iceman. le résultat. J'étais en mode putain, il confirme la victoire contre Alabama derrière en gagnant à Kentucky. J'avais trop peur, tu sais, on disait avec Kevin, ah, attention la gueule de bois, ce qui aurait été logique hein, en vrai. Putain, Je l'aurais, ouais. Ils vont chercher une victoire à Kentucky Ouais, et ils vont chercher la victoire à Kentucky 20-13. D'ailleurs, c'est leur deuxième victoire d'affilée à Lexington. Ça, c'est chaud, franchement, pour Kentucky. Et ça veut dire, effectivement, Maxence, avec un bilan de 4 victoires et 2 défaites, il leur reste plus que 2 matchs à remporter pour aller en bowl, qui est déjà une performance. Et surtout, bah, Vanderbilt est 26e de l'AP Poll, si on compte les votes voilà, que les Commodores ont reçus. Et la dernière fois que Vandy était classé, c'était en 2008. Alors là, il faudrait vérifier quels sont les matchs à venir pour la alors, bande à ce week-end, Clark ils jouent Terra. contre Ball State. Ball State, allez, ça fait une victoire et après, il faudra Ah, aller en ça fait une victoire, mais oubliez pas, ils ont perdu contre Georgia State contre cette Georgia saison. State. Ouais. Et bon, j'appelle que c'est peut-être plus forcément le Vanderbilt d'avant, mais je serai attentif sur ce match-là. J'espère qu'ils vont gagner. Alors, Après, quand tu vas après, gagner à Kentucky, oui, qui est à ce niveau quand même depuis quelques semaines, je pense je que c'est une pense belle place. que, ouais. Donc, match contre Ball State, il faut le gagner. Toi, t'es à 5 victoires. Derrière, tu reçois Texas. Ce serait beau qu'ils fassent l'exploit, on verra. Déplacement à Auburn, il y a un truc à jouer. Hein. Déplacement à Auburn, il y a un truc à jouer. Réception de South Carolina, peut-être un truc à jouer. Déplacement à LSU, bon. Je suis désolé, il y a un truc à jouer. Hein. Il y a un truc à jouer aussi. Non, mais quand tu vois l'état de notre secondary, et je le dis, c'est une de nos grosses faiblesses. Une équipe qui vient et qui décide de nous artiller la gueule, en fait, il y a forcément un moment où ça va craquer. Et ça, Diego, il est capable de le faire. Donc, au bout d'un moment, il y a un truc à jouer. Et après, tu reçois Tennessee dans le match de rivalité. Franchement, il y a moyen d'aller en gratter 2 sur les 6 qui restent.
vu le niveau qu'ils ont, parce que c'est pas une équipe, franchement, c'est pas une surprise. La victoire contre Alabama, ça a été une surprise, mais quand tu vois le match, ils ont fait un vrai gros match. Le match contre Kentucky, ils ont fait un vrai gros match aussi, tu vois, ils ont tenu. Donc, oui, je pense qu'ils peuvent peut-être aller chercher les 2 victoires qui leur manquent. Déjà contre Ball State, ce week-end, même si on n'est pas à l'abri d'une défaite parce que d'un coup tu te relâches parce que c'est Ball State qui arrive, on a battu Alabama il y a 2 semaines. Mais ouais, non, non, Vanderbilt. Puis ouais, comme tu dis, Ryan, Diego Football. Ah, mais gars, mais la fanbase de Vanderbilt qui a commencé à l'appeler Diego Football, j'ai dit, mais Ça lui va oui, tellement bien. mais oui, 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 je valide. Ça lui va tellement bien. Et puis son sourire, il était tout gêné, tout heureux quand il a vu Johnny Manziel Bah, c'est son idole. rejoindre l'interview avec ESPN. C'était trop joli comme image. C'est son idole, hein, il l'avait dit, qu'il avait grandi en regardant Johnny Manziel. Donc, je pense que ouais, c'est sûr, ça doit te faire quelque chose. On continue aussi à suivre Pitt, hein, victoire face à Cal étriquée pour le coup 17-15 et les Panthers peuvent remercier le kicker des Golden Bears qui a raté le field goal de la victoire tout simplement et donc Pitt est un bilan de 6 victoires et 0 défaites pour la première fois depuis 1982. Il faut remonter à Dan Marino et j'ai l'impression que je dis ça chaque semaine. Il y a eu une autre très très grosse Ouais, victoire mais ça qui va n'attendait bientôt se pas terminer du pour Pitt, tout. hein. C'est Wisconsin qui allait gagner à Rutgers 42-7, alors que Rutgers, c'est quand même un bon début de saison, avec une performance à la course tout simplement wisconsinesque, je sais pas comment vous dites, badgeresque, Luke Fickelesque, 309 yards et 5 touchdowns. Euh, c'est beaucoup, alors on pouvait s'attendre à ce que le run-stop des Scarlet Knights souffre parce que ça a été compliqué cette année. Mais voilà, Wisconsin a trouvé son rythme de croisière malgré l'absence Enfin, du quarterback Tyler Van Dyke qui est blessé. C'est le second match d'affilée où Wisconsin met plus de 40 points. Et voilà, Wisconsin n'avait pas réussi à le faire lors des 15 premiers matchs de l'UCL. C'est une bonne nouvelle. Évidemment, le grand artisan au sol de cette victoire, ça a été Tawi Walker avec 198 yards et 3 touchdowns, Ryan. ouais, bah ouais, non, mais juste enfin, ça fait plaisir. Tu vois, on dit souvent que quand il y a un changement de coach, ça prend 1, 2, parfois 3 saisons, le temps qu'il aille chercher une pièce par-ci, une pièce par-là, que ça clique en fait véritablement. Donc, je suis content là de commencer à entrevoir un petit peu la patte Fickle est de retour, tu vois, avec un gros jeu au sol, une défense qui est étouffante. Alors oui, en face, on peut me dire que c'était que Rutgers, mais attention, Rutgers, tu l'as dit, c'est pas forcément facile à jouer, surtout il y a des gros doutes sur Wisconsin par rapport aux 15 premiers matchs de Fickle à la tête de l'équipe. Donc je suis content en fait. Je suis content parce que Fickle, c'est un coach que j'aime bien. Wisconsin, c'est un programme que j'aime bien, que j'aimerais bien voir vraiment de retour sur le devant de la scène du college football. Donc je suis content, j'espère que ça va continuer à aller dans le bon sens et potentiellement de vivre donc une troisième saison plus en phase avec ce que j'attends de l'association Wisconsin Fickle. Donc je suis content. Je suis content. Mm. Ouais, non, c'est bien, ouais. Ouais, à surveiller Wisconsin, puisque maintenant ils sont sur leur rythme de croisière et ça va être cool à voir. Et Rutgers, dommage, là, 2 défaites de suite. Ils avaient fait un bon début de saison, la défaite contre Nebraska de 7 points dans un match à très Big Ten. Et là, ils se sont fait détruire à la maison, donc on va voir la suite de la saison. J'espère qu'ils vont pas, ça va pas complètement dérailler après les belles promesses du début de saison pour les Scarlet Knights. Un autre déplacement qui n'a pas été aussi fructueux, c'est celui des Washington Huskies qui venaient de battre Michigan, donc à Iowa, défaite 40-16. C'était la 200e victoire de Kirk Ferentz à la tête des Hawkeyes, lui qui est depuis maintenant 25 ans à peu près. Pourtant, Washington a parcouru plus de yards, plutôt 393 contre 328. Mais, comme souvent, Iowa a gagné la bataille des turnovers, la fameuse bataille des turnovers, euh, et a remporté la rencontre. Caleb Johnson, le running back, qui a été énorme, et lui, on en parle trop peu, c'est le deuxième meilleur running back du pays cette année derrière Ashton Genty, avec là 188 yards et 3 touchdowns. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parce qu'on aime bien rigoler, avec les quarterbacks d'Iowa, Cole McNamara a lancé son premier touchdown à la passe contre une équipe du Power 4 ou du Power 5 depuis 2021. C'était lors du Big Ten Championship
face à Iowa, lui qui était à l'époque à Michigan. Ah, mais qui l'eût cru qu'une offense, ça pouvait aider dans le college football moderne? C'est fou, ça. Hein. C'est bizarre. Je tombe des nues. Iowa qui marque 40 points. Incroyable. C'est fou, ça. Hein. Putain, on nous aurait dit ça il y a 2 ans, on aurait rigolé. Bah, Iowa, en plus, ils ont mis des scores. Hein, 40, 38, 31, 40 sur leur victoire. Bah, Marrant, ouais, hein, parce que... marrant, ils dépassent les 30 points et les matchs, ils les gagnent. Bah, Wow. ouais, mais parce que, comme je te dis, en fait, c'est juste le fait d'avoir une offense correcte, une offense bonne même à un certain moment, parce que bah ouais, quand ta défense est capable de te rendre la balle de manière constante, encore et encore et encore, bah ouais, forcément, tu as des opportunités d'aller scorer. Et bah, comme je te dis, quand tu as une offense juste correcte, voire bonne, bah ouais, les points, en fait, très rapidement, ça peut s'empiler, quoi. Et C'est fou. Iowa a surveillé pour la fin de saison parce qu'ils ont un calendrier qui est assez abordable. Ils ont qu'une seule défaite contre Iowa State dans la conférence. Donc déplacement à Michigan, Dans Northwestern, la conférence, Wisconsin à la maison, déplacement à UCLA et Maryland et on réception a de Iowa Nebraska. State, Maxence, c'est en Big 12. Oui, mais ça c'est un Big Ten. Mais je Ouais. parle en Big Ten, ils ont qu'une défaite C'était de pas Jackie, conférence Maxence. contre Ohio State. Ohio Ohio State. State, ok. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, t'as ils raison, perdent ouais. Iowa State et ils perdent Ohio State. Ouais. Ils ont un peu, voilà. Mais leur fin de saison, leurs 6 derniers matchs sont vachement abordables. Et donc s'ils continuent, comme dit Ryan, avec une attaque qui marche, c'est pas une attaque monstrueuse, mais Fonctionnel. c'est une attaque normale, fonctionnelle, et avec la défense qu'on connaît, comme d'habitude, de Kirk Ferentz, on sait qu'il a toujours des très bonnes défenses. Mais Iowa, peut-être l'invité surprise en finale de Big Ten avec une seule défaite, peut-être qu'ils vont pouvoir se glisser en finale. Les what if énormes si Iowa avait ces dernières années une attaque au moins du top 50, quoi. Ouais, j'avais vu une stat, genre sur leur attaque, ouais, c'est ça, était border Non, mais top ouais, c'est ça. 60. Mais c'est ça. C'est en fait, j'ai envie de te dire, c'est sensiblement la même chose que LSU de l'année dernière avec une défense juste correcte, fonctionnelle, comme tu disais, tu vois. On le dit souvent, hein, très souvent, on sait, il y a des gens qui aiment voir que l'offense, d'autres qui aiment voir que la défense, mais c'est vraiment un jeu où les deux faces du ballon, elles sont aussi importantes l'une que l'autre, en fait, tout simplement, et les deux se complètent. Et là, on le voit très clairement cette année avec Iowa. Nous allons passer à nos MVP. Je pense que nous ferons un point sur les people la semaine prochaine à mi-saison. Et puis d'ailleurs, il y a le classement du comité des playoffs qui va bientôt sortir. Je me demande s'il sort pas On cette peut semaine. juste parler de Army et Navy. Oui, qui sont classés tous les deux simultanément pour la première fois depuis 1960, ouais, effectivement. On en parlera plus en longueur dans le podcast Group of Five qu'on enregistre demain, donc qui sortira normalement mercredi soir ou jeudi matin. Mercredi soir ou jeudi matin. Je pense jeudi matin. Ouais, jeudi matin, ok. Mais ouais, non, c'est cool. Army Navy, c'est cool qu'ils soient classés. J'espère qu'on serait beau de voir Army Navy Vanderbilt la semaine prochaine dans le top 25. Mais ouais. Bah du coup, on passe Je te laisse la parole, Maxence. Quel est ton MVP de cette semaine 7 de football? On va faire un peu le homer. Il vient de la maison, il a été chez nous à l'époque, Central Florida, et en plus il a fait un très gros match dans le plus gros match de la semaine, Dylan Gabriel. Et mon MVP de la semaine, même si c'est vrai qu'aussi Ewan Stewart a fait un très gros match en tant que receveur, mais j'avais envie de mettre en avant Dylan Gabriel qui avait été un petit peu critiqué sur ce début de saison. On se disait est-ce qu'il a les épaules et tout dans ce genre de match. Bah, il a fait son match honnêtement et sa course notamment a été clutch et a fait basculer le match. Sa course dans le 4e quart-temps de 27 yards, quelque chose comme ça. Donc Dylan Gabriel est mon MVP de la semaine. Parce qu'on va pas mettre Ashan Genty toutes les semaines aussi. Moi qui pensais quand il a dit je vais faire le homer qu'il allait mettre KJ Jefferson pour sa magnifique prestation sur le banc. Ça aurait été incroyable. Moi, j'en ai deux. Comme d'hab, quoique cette année, j'en ai rarement eu deux. Offensivement, tight end / offensive weapon de Penn State, Tyler Warren. Le mec omniprésent, il était partout, on l'a dit, hein, aussi bien line-up en tant que outside receiver, que dans le slot, que tight end, que running back, que QB, que Taysom Hill. Donc bravo monsieur, et en plus des actions clutch, parce que c'est pas le tout d'être aligné partout, mais c'est surtout, il a des actions que vous risquez de retrouver dans certains highlights ou vidéos pump-up de la saison prochaine. Et en défense, pareil, je vais faire le homer, mais j'ai hésité entre deux joueurs de chez nous. Finalement, j'ai penché pour Whit Weeks avec ses 18 plaquages, dont 10 solos,
2 tackles for loss, un sac, une passe typée qui a très failli devenir une interception. Il a été absolument partout et je pense que sans lui, on n'aurait pas forcément gagné face à Ole Miss. Donc absolument clutch, lui aussi. Donc voilà, Tyler Warren de Penn State et linebacker Whitwicks de LSU. Moi, c'est Tyler Warren aussi. Et, j'ai rien d'autre à dire. Oh putain, Tant, merde. je voulais- tant tu as décrit son omniprésence et sa performance, 17 réceptions, je le répète, mais ça reste une marque quand même très impressionnante. Je voulais mettre Tyler Warren aussi, mais je me suis dit, on va quand même. Moi qui pensais que tu allais mettre Shiloh Sanders, Gus, Là, pour j'ai sa vu, magnifique prestation à base de genre j'ai zéro vu les plaquage highlights, les lowlights, c'était chaud. et 194 cheville break sur le match. Mais bravo à Shiloh, ne change rien mon grand. Et Moi, j'aimerais juste corriger un... un dernier truc que j'ai dit. J'avais dit que le Space Game était contre BYU, mais non, il sera contre Arizona, donc pas de souci pour BYU. Je pense qu'ils gagneront à la Bounce House. Voilà, je termine là-dessus. on n'allait pas terminer sur une note dépressive Non. comme ça. Non, ça va aller. Ça va remonter les Knights, je m'en fais pas. Mais il y a des gros matchs qui nous attendent la semaine prochaine. Comme d'hab. Avec Qu'est-ce qui notamment nous attend? Texas, Georgia. Texas, Georgia qui sera à 1h30 du matin. Ouais, ça c'est chiant. Bon, après, c'est normal qu'ils mettent ce genre de match en prime time pour eux. Ça, c'est Oh, logique. bah, tu sais, The Game, on l'avait à 18h. Le meilleur match de SEC était sur CBS à 21h30. Après, tout dépend. Hein. Est-ce que on peut être au lit à 3h du mat ou est-ce qu'on va aller se coucher à 10h du mat? C'est ça aussi la vraie question. C'est ça. Après, The Game, c'est normal aussi qu'ils le jouent un peu plus tôt dans la journée parce que c'est fin novembre. Ouais, Donc peut-être aussi en termes de météo et tout. T'as pas trop envie de jouer à 20h30 au milieu du Michigan ou dans l'Ohio en fin novembre. Mais ouais, donc Georgia qui se déplace à Texas à 1h30, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme match? On a le Michigan contre Illinois. Illinois, je sais jamais, c'est Illinois ou Illinois là on peut dire les deux, je crois. Ouais. Si tu le dis à la française, Illinois, c'est Illinois, parfait. Si tu le dis à l'américaine, ouais, Illinois. Ouais, Illinois. voilà. Donc Michigan face à Illinois, ce sera à 21h30. Match aussi entre équipes classées et autre match entre équipes classées, Alabama qui se déplace à Tennessee. Le match à 21h30 également. Et d'ailleurs, tu as failli ripper en disant Ohio, en parlant d'Idaho, mais Oui. imaginons que Boise Iowa, State Ohio. accueille un match de playoff en décembre là-bas. Ils peuvent, hein. Ah, mais le temps, je parle au Ouais. niveau de la météo, ça va être compliqué. Bref. Parce que on se disait que l'équipe vainqueur du G5 allait forcément se déplacer, mais déjà Boise State, comme je disais, peut être dans les 4 meilleurs vainqueurs de conférence, mais peut être aussi dans les meilleurs de ceux qui iront au premier tour. Donc effectivement, moi je kifferais trop voir une équipe de la Southeastern aller le 20 décembre jouer dans l'Idaho là. Bon courage les Ça potes. serait grave marrant. Ole Miss, tiens. On n'en a pas parlé, hein, mais sur le slate justement de 18h, donc assez tôt et visible pour tout le monde, un match qui peut être très sympa. Par contre, c'est le Nebraska-Indiana que moi je pense que je vais avoir sur un de mes écrans. Je pense que ça peut être très cool ce match. Indiana toujours invaincu contre Nebraska qui n'a qu'une défaite. Et il y a aussi le Miami-Louisville 18h qui sera intéressant à suivre aussi à 18h. Ce sont sur ces dernières paroles que nous nous quittons. Merci Ryan, merci Maxence Merci à d'avoir toi. été là. Muchas gracias, muchachos. Attendez quelques jours pour voir l'épisode sur le Group of Five, enregistré notamment par Maxence. Demain avec Geoffrey et peut-être Baptiste. Peut-être Baptiste. Et vous aurez aussi le droit, évidemment, comme chaque semaine, au recap de la semaine précédente d'Ivy League et à la preview des matchs du week-end. L'épisode sortira soit vendredi, soit samedi. Sur ce, merci à tous d'avoir été là et on se dit à ces prochains rendez-vous. Salut tout le monde. Ciao, Au revoir.